L'écurie du Maquisard en a fait une spécialité en réservant ses courses de côte aux seules voitures anciennes et en les baptisant montées historiques. Elle a non seulement renouvelé le genre, mais aussi fait des émules. D'autres montées historiques ont donc fait leur apparition, mais elles n'ont ni l'aura ni le succès de celle du Maquisard, organisée au mois d'août, ou celle de Forêt-Trou, dont c'était déjà la 7e édition cette année. Et la recette du succès de Forêt-Trou est multiple, à commencer par un tracé réellement historique qui fut naguère celui de la course de côte de Fléron. Comme l'asphalte a été récemment remis à neuf, le parcours fait l'unanimité avec ses épingles bien sûr, mais aussi quelques courbes rapides, synonymes de sensations fortes, et une arrivée à l'entrée du pittoresque village de Forêt, dont le calme est perturbé une fois l'an par la mélodie des moteurs. Deuxième atout de Forêt-Trou, une étroite collaboration avec les autorités locales, à commencer par le bourgmestre de Trou, Fabien Beltran, féru de voitures de course et surtout bien conscient de l'intérêt pour sa commune de faciliter la mise sur pied d'un événement populaire à souhait. On tourne dans les 5000 entrées régulièrement. Nous avons l'habitude de donner les buvettes à des clubs sportifs ou des associations qui leur font une de leurs plus grosses rentrées de l'année, ce qui va leur permettre de faire tout un tas de choses pour les jeunes et compagnie. Et donc c'est très important pour nous, d'autant plus qu'on est une commune historiquement liée à l'automobile avec la marque Imperia. Et nous avons une deuxième course de côte maintenant qui s'est réimplantée de l'autre côté de la commune dans un mois et demi. Et donc voilà, il y a un certain engouement, aussi bien des habitants que des autorités communales. Un enthousiasme communal qui ne faiblit pas, bien au contraire, de quoi assurer un avenir rayonnant la montée historique de Forêt-Trou, ce qui est loin d'être généralisé sur le front des sports mécaniques. On essaie d'avoir un attrait touristique autour de notre commune. C'est un des événements phares de la commune et qui amène énormément de monde et les gens ont l'occasion de profiter des commerces locaux, de profiter de l'environnement local. Bon voilà, aujourd'hui il y avait une météo mitigée mais malgré tout assez bonne. Mais voilà, pour nous c'est extrêmement important ces événements-là et donc il n'y a pas question évidemment pour moi de ne pas donner déjà mon accord pour 2020. Pour le reste, l'écurie du Maquisard, présidée par Robert Van de Vorst, met un point d'honneur à ne surtout pas modifier un concept qui a largement fait ses preuves. C'est ainsi que la majeure partie de la journée, les montées sont totalement libres sans la moindre notion de chronométrage. Et comme les incidents restent peu fréquents, les concurrents ont la possibilité de multiplier les passages, de quoi rendre tout le monde heureux. Quant au public, traditionnellement nombreux sur la route serpentante entre Trou et Forêt, il se voit proposer un spectacle hétéroclite à souhait. Et les amateurs de vraies anciennes de se délecter du passage de certaines voitures devenues incontournables, à commencer par la très belle Triumph TR3 du local Henri Morinville, une valeureuse anglaise en terre de connaissance qui date tout de même de 1958. La doyenne de ces montées historiques reste néanmoins la Porsche 356 Pré-A de l'incontournable Michel Clojean, datant elle de 1952. Et la belle allemande n'a pas pris une ride, bien au contraire. Quant au Vosgien Joël Favé-Le Sage, il prend un malin plaisir à débarquer chaque année avec sa superbe Alpine A110 Groupe 4 ex-usine, dont il se complaît à conter l'histoire, au demeurant prestigieuse, à qui veut l'entendre. On est là à l'aube des années 70, période dorée pour la marque créée par Jean Redélé, avec en guise de point d'orgue le titre de champion du monde des rallyes en 1973, de quoi définitivement faire entrer la berlinette dans la légende. Qu'on ne s'y trompe néanmoins pas, la grande tendance du sport automobile amateur tourné vers le passé, ce sont les Youngtimers. Alors oui, à Forêt-Trou, au Maquisard comme ailleurs, les BMW Série 3, Volkswagen Golf GTI, Opel Corsa, Ascona et Manta sont présentes en nombre, certains diront même en surnombre. Il faut reconnaître une qualité indéniable à ces autos, il s'agit souvent de propulsion qui se dandinent allègrement du popotin, et comme les spectateurs restent grands fans devant l'éternel de ces travers à répétition, plus ou moins contrôlés, les pilotes ont tendance à en faire des tonnes, voire des dizaines de tonnes.
Cette multiplication de série 3, Golf et autres Youngtimers n'empêche pas la présence de quelques modèles moins courants et donc plus intéressants, à l'image des NSU TT à la petite mécanique et au look typique. Datant de 1974, la Toyota 1000 de Michel Trillet est le parfait exemple de voiture pas nécessairement connue du grand public. On reste au pays du Levant avec la première génération de Honda Civic proposée ici par Dominique Martens qui date de 1978. Petite italienne qui reste prisée des amateurs, la Fiat 128 se déclinait de manière différente à Foretro, avec aux commandes de la 66 José Cornet et de la 67 une version groupe 2 Patrick Orlamunder. Devenant toujours plus rare sur nos épreuves, la Renault 5 est traditionnellement représentée par la version Alpine Groupe 2 de Dominique Ancion. Une R5 à laquelle a succédé la Super 5, dont la version sportive était la GT Turbo, telle que présentée ici par René de Spa et Simon Renard. Le logo Alpine, on le retrouve aussi sur le capot de cette GTA, qui est en fait une réplique de bolide préparée en vue de la compétition Europa Cup, organisée entre 1985 et 1987 sur circuit. Des couleurs qu'avait notamment fait briller le Hollandais Jan Lammers à l'époque. Si les Golf sont légion pour représenter la bannière Volkswagen, la Sirocco reste bien plus originale. Ici, une version 1981 à mécanique 1600 cm3 pour Jean-Claude Derua. Côté originalité, la palme revient sans doute à la Silva Striker, l'une des nombreuses descendantes de la prestigieuse Lotus 7, imaginée par un certain Colin Chapman. Quant à la Morgan Plus 4, il s'agit sans doute de l'une des voitures les plus atemporelles de l'histoire, les générations s'étant succédées sans que le modèle n'évolue vraiment. C'est ainsi que l'exemplaire de Danny Letao est une fausse ancienne datant de 1989. Histoire de récompenser les négociants en virage mettant tout en œuvre pour ne surtout pas maintenir leur voiture en ligne droite, les organisateurs mettent sur pied un très officiel prix du spectacle permettant à un jury d'élire les plus efficaces ou les plus amusants. Et au terme de cette 7e édition de Foretro, c'est la BMW Série 3 36 de Tony Noël qui sont retournés avec la médaille de bronze. Impressionnant d'aisance avec sa petite Opel Corsa B, Pascal Watley en a épaté plus d'un à Foretro. Il prenait la 2e place du prix du spectacle. C'est un dompteur de blitz qui s'offrait la palme du plus grand show, comme il en a pris la bonne habitude. Aussi rapide que généreux dans l'effort, Cyril Panozzo et son Ascona B sont du genre à faire l'unanimité. Il n'empêche, au petit jeu des grands travers, le néerlandophone Peter Gouvin n'a de leçons à recevoir de personne. Il est vrai que sa puissante Nissan Silvia a été développée pour une discipline spécifique, le drift. Autre dada de l'écurie du maquisard, la Ford Escort, une auto dont les première et deuxième générations sont depuis longtemps entrées dans la légende, s'imposant comme des fleurons du patrimoine sport auto, ou la mise sur pied du trophée du roi de l'escorte avec une 3e place pour Jean-François Tappé. Éternel poulidor des montées historiques au classement général, Johnny Delay, le très local agent Ford, partenaire de l'organisation, prenait la 2e place bien sûr, au petit jeu du roi de l'escorte. Ce qui signifie que cette année à Foretro, le meilleur pilote d'escorte était Jean-Marc Ruet, qui avait défié les superstitions en s'alignant avec le numéro 13. S'il devait y avoir un prix de la presse et du remerciement pour tant de spectacles depuis de longues années, c'est assurément à Christian Forton qui dirait « Oui, le gaillard, autre régional de l'étape, sait toujours y faire une escorte entre les mains. » Ce qui nous amène à la montée en or. Sur le coup de 16h30, la côte est uniquement accessible à ceux qui souhaitent titiller le chrono. Cette année, ils étaient 25 à voir entrer leur engagement afin d'espérer succéder à Grégoire de Stex, inattendu vainqueur de l'édition 2018.
Pour une bonne quinzaine d'entre eux, l'aventure s'arrêtait dès la première montée car pour espérer aller plus loin, il faut absolument pointer dans le top 10 absolu. Ne faisait donc que passer l'Opel Manta de Hutz, la Seat Ibiza de Vassen, l'Opel Manta de Boxo et la Peugeot 106 de Beckers qui remportaient néanmoins la classe A, soit la plus petite des catégories. Du spectacle, Cyril Panozzo rangeait lui aussi son Opel Ascona B après la première tentative, auteur du 20e temps. C'était également le cas de Pascal Watley, le dauphin de Panozzo côté spectacle avec son Opel Corsa B. D'Opel, il en était aussi question pour Guy Vautier avec cet autre Ascona. Parmi les locaux de l'étape, la famille Chacon-Ruiz est adepte de la Golf de la deuxième génération. Pas de qualification néanmoins pour Anthony, qui échouait au 17e rang, tandis que Maxime accédait au top 15 et qu'Edouard prenait la 14e place, s'imposant comme le plus adroit de la famille. Croyez-le ou non, mais chaque année, Michel Cogent fait la course avec la doyenne du plateau, logiquement barrée en performance, mais 16e avec une 356 Préa de 1952, cela reste très correct. Autre Corsa éliminée dès la première montée, celle de Jordan Gulpen, 13e. Remarquable bolide que celui de Pascal Claus, dont la VW Golf de la première génération est tout simplement superbe et efficace. Il s'en est en effet fallu de peu que le ticket qualificatif ne soit attribué. Quant à Alexandre Delay, le fils de Johnny Delay, il échouait à la plus terrible des places au terme du premier round, la 11e. L'aventure s'achevait donc de justesse pour l'Escort Mark I. Avant de passer à l'acte 2, un mot sur le grand malchanceux de la fin d'après-midi, Denis de Pelsener, qui ne pouvait hélas défendre ses chances au volant d'une pourtant redoutable et très appréciée mini-sprint de 1966. Pour Christophe Gulpen, ce n'était guère mieux. Qualif en poche, le pilote de la Peugeot 205 GTI numéro 85 ne pouvait hélas aller plus loin, étant contraint au forfait. Avec la pluie ayant fait son apparition en début de soirée, histoire sans doute de ne rien manquer de ces joutes chronométriques, on allait assister au fait de course majeur de la journée, à savoir la sortie de route de la VW Polo G40 de Geoffrey Gilles, après le passage de la ligne d'arrivée. Chaud. Un petit coup de frais à la fin et voilà. Maintenant on avait passé l'arrivée donc c'est bien. Je suis dans les 7e à ce moment-là donc voilà. Maintenant on est bon pour retrouver une caisse et recommencer. Alors il y a déjà une qui est en prépa donc il n'y a pas de souci. Ouais, finalement ça n'a pas eu de conséquences vu que c'était après la ligne d'arrivée de votre côté. C'est vraiment après la ligne d'arrivée, je donne vraiment le coup de frais et elle s'embarque, je ne sais plus rien faire, elle part, voilà. Vous retiendrez quand même cette belle position dans le top 10? Ouais bien sûr, c'est une super course de côte. On s'amuse toujours vraiment bien, dommage, ben voilà, il a monté en or sous la pluie, c'est des choses qui arrivent. On a eu une belle journée, et voilà. On verra bien la suite. Ravi d'avoir pu disputer cette deuxième joute, David Watley échouait finalement en 8e position avec son Opel Corsa, dont le 1600 cm3 était logiquement barré en puissance. Très étonné parce que voilà, c'est une petite auto et je fais tout mon possible, mais c'est passé, voilà. Sympa, les conditions étaient quand même assez délicates sur la fin, ça a été un avantage pour vous? Oui, par rapport à la petite cylindrée, je vais dire oui, mais sinon par rapport aux glissades, non, c'est très dangereux. C'était beaucoup mieux au matin sur le sac. Dernière montée ici, qu'est-ce que ça donnait? 2-3 petites erreurs, je sais vraiment pas le chrono, on verra, c'est la surprise. Le meilleur utilisateur de Corsa était néanmoins Olivier Châtelain, qui devançait Watley de quelques centièmes de seconde au terme de la deuxième montée officielle. Belle surprise, effectivement. Bon, le plateau était quand même assez relevé, les conditions un peu difficiles. Et franchement, voilà, inespéré. Maintenant, on verra ce que ça va donner au niveau de la classe. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, au niveau du coefficient, voilà, 87 ici, il y a des voitures de 63 dans la même catégorie. Donc ça va être très dur d'aller chercher voilà, une première place au niveau catégorie, quoi. Outre VW Polo G40 au départ, celle de Christophe Bouille a une fois encore fait forte impression, restant jusqu'au bout en lice pour le top 5 final, ce qui lui valait la deuxième place en classe SR. Grand moment, putain de grand moment quoi. Après 3 ans, c'est terrible. 5e, c'est bon. Vous revenez dans la discipline après de nombreuses années. Quelle fameuse auto que c'est le VW Polo? Ouais, bonne petite. On a bien fait ça. Quelle est l'histoire? Comment vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Bah, c'est une Polo d'origine que j'ai rachetée, que j'ai refait toute de A à Z. Rapport poids 600, 180 chevaux pour 600 kg plus ou moins.
Encore quelques modifs à faire pour maquiller tout ça, mais ça devrait aller. La classe SR tombait dans l'escarcelle de la spectaculaire VW Cox de Bernard Cournet qui prenait une excellente décision côté pneumatique avant d'attaquer le chrono. Parce qu'en slick c'était vraiment compliqué, je me suis rendu compte que sur la fin de la côte déjà tout à l'heure c'était un peu limite. Donc on ne veut pas prendre de risque non plus, c'est trop risqué de casser l'auto. Donc j'ai remis les pneus pluie en effet. Alors vous étiez dans le top 10, les conditions de route ici pour monter, ça donnait quoi? Ça m'a fait très peur en descendant parce qu'il y avait des ruisseaux un peu partout. Et j'ai levé le pied en montant alors que les ruisseaux n'étaient plus là. Mais enfin bon, c'est quand même dangereux et on n'est pas là pour casser l'auto, ça je ne veux absolument pas. Donc voilà. Ancien vainqueur de l'épreuve, Tony Kevers était de retour avec cette Volkswagen Golf 2 qui lui a tant réussi par le passé. Un Kevers sur lequel le temps qui passe ne semble pas avoir de prise, comme en témoigne le 4e meilleur chrono absolu, avec là aussi des gommes efficaces. On aurait dû le changer un peu avant, mais bon, c'est pas grave. On est 6e, donc on peut refaire avec maintenant et on verra bien maintenant ici. Mais ça allait beaucoup mieux avec des pneus pluie. Bien sûr, les conditions de route, qu'est-ce que ça donne maintenant dans ce top 10? Ça glisse. Ah, maintenant, je ne sais pas. Dans les conditions en tout cas. Moi, on a vu dans le 5, mais je ne sais pas si c'est les 3 ou les 5 premiers qui sont qualifiés. Je sais pas. Les 3, alors ça va être juste. Quoi, hein. On verra bien, moi je suis content. Ce qui signifie que les candidats à la victoire finale étaient connus, quand bien même Johnny Delay ne semblait pas disposer de tous les atouts de sa rutilante escorte. Qu'est-ce qui se passe de votre côté, Johnny? Elle ratatouille. Des petits problèmes là maintenant sur la dernière montée de raté moteur, je ne sais pas pourquoi. On va voir, je n'ai aucune idée. On a mis des bons pneus, ce qu'il fallait, mais voilà, sur le point de vue moteur, c'était pas ça du tout. Voilà, on va voir les temps. Une fois encore, les Lotus Elan semblaient être très à l'aise sur le parcours de Forêt-Trou, même si rien n'était gagné d'avance pour le vainqueur du Maquisard 2018, François Despas. On va voir la suite, hein, parce que c'est la suite qui compte hein, maintenant, donc on va voir. Mais bon, les conditions avec cette voiture-là, c'est vraiment, vraiment dangereux. Hein. Le fait de changer de rapport, la voiture se dérobe, c'est très direct, c'est très léger de l'arrière, ces propulsions, donc, et c'est pas vraiment les pneus idéaux. Hein, bon, voilà. Quant à Grégoire Destex, il se voyait assez mal rééditer sa victoire de l'an dernier à Forêt-Trou. Inespérément dans le top 3 déjà, donc on va déjà ne pas bouder notre plaisir, on n'était pas prévu d'y arriver. Non, malheureusement on a un petit problème mécanique dans la dernière montée ici, un support de boîte ou quelque chose qui est abîmé, donc j'ai pas voulu prendre de risque et casser tout, donc j'ai juste fini la montée pour arriver en haut. Donc voilà, on aura un temps forfaitaire à mon avis, mais voilà, on finira 3e, ce qui est très bien comme ça, et on ne peut pas gagner chaque année. Hein. 3e Johnny Delay, 1:30.826. 2e Grégoire Destex, 1:25.631. Et 1er François Despas, 1:23.961. Bravo. Allez, Reste à on fait le final tree. Ou bien vous en restez là. Allez alors, c'est reparti. Todo el mundo necesita. La noche está en tus manos. Si ves a alguien que busca tu sonrisa, regrésala. Recuerda, solo quiero. Lo siento. Oye, abre la puerta que quiero tocar. Abre la puerta. Au terme du Final Tree, aucun suspense n'était néanmoins de mise, même sans correction du chrono par la grâce d'un coefficient d'âge favorable, François Despas était tout simplement hors d'atteinte et faisait un superbe vainqueur. J'ai eu plein de petits problèmes, enfin il valait mieux les avoir avant la montée en or, donc j'ai pas lié à tout ça, donc j'ai beaucoup mécaniqué. Et puis ici avec la pluie, moi j'avais jamais roulé avec la voiture sous la pluie. En plus j'avais mis des pneus plus pour rouler sur le sec, et donc j'avais personne pour m'aider à les changer, comme Johnny l'a fait par exemple, il a mis des full pluie et c'était ce qu'il fallait faire. Mais bon, je me suis bien battu et finalement le résultat est là, donc parfait. Ce qui signifie qu'une fois encore, le poulie d'or de Forêt-Trou, c'était Johnny Delay.
encore une fois, deuxième fois, troisième ou quatrième fois Poulie d'Or. Oui. Voilà, c'est comme ça, des petits problèmes techniques sur la deux dernières montées. Et autrement, il y aurait peut-être, ça fait 4 secondes d'écart avec François de Spa. Je crois quand même avec les pneus, enfin ça aurait peut-être été tout juste, mais voilà, vu la pression d'être deuxième et d'essayer de devenir premier, peut-être que les 4 secondes... Toujours handicapé par ses soucis techniques, Grégoire de Stex ne pouvait que compléter le podium final, 12 mois après avoir remporté l'épreuve. Le point final d'une journée qui a ravi les fans, les nostalgiques, mais aussi les organisateurs. C'est un beau succès, donc on a fait le plein déjà au départ, donc on était super contents. La journée s'est très bien passée, sans incident majeur, et on a eu voilà, un petit peu de pluie pour la fin, ça a mis un peu de suspense dans la montée en or, et on a un beau vainqueur une fois de plus. François de Spa qui triomphe dans nos épreuves, ça devient peut-être un peu lassant. Oui, 2 Lotus sur un podium, c'est plutôt sympa, avec le Poulie d'Or du coin. Oui, 2 Lotus, on sait que depuis l'année passée, ce sont les voitures qui sont pratiquement imbattables en montée historique. Hein. Donc il ne faut pas oublier qu'une Lotus R26 comme ça, c'était les groupes 4 de l'époque, donc c'est vraiment très performant. Et évidemment, une escorte, une très bonne escorte RS qui essaye de tirer son épingle du jeu, mais ces voitures sont vraiment des voitures faites pour la côte ou le circuit, donc c'est un peu perdu d'avance quand même. Une 22.023 ayant réalisé une 26.436, donc il fait vraiment, on ne peut même pas dire que c'est une victoire au coefficient. Félicitations. Ça sera souligné. C'est le dimanche 11 août que l'écurie du Maquisard fixe rendez-vous à tous les tatoués de montée historique pour une nouvelle édition de l'épreuve mère, celle du Maquisard entre le hameau de Marteau, aux portes de Spa, et le monument du Maquisard reconnu sur le territoire de la Rue.